Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le 6 août, c'est la première édition de Face à l'actu pour ce mois d'août 2023. Nous allons grandement parler des questions économiques. Vous le savez donc, le Cameroun est comme à un tournant de son histoire économique avec un certain nombre de sujets autour. Cette notation financière de l'agence Moody's qui classe le Cameroun en série CAA1. On en saura davantage tout à l'heure autour des explications. Il y a également cette autre actualité autour de l'abandon des projets structurants de deuxième génération longuement annoncés dans les politiques publiques, tout au moins dans le programme de campagne du président Biya en 2018 et puis bien avant même d'ailleurs. On reviendra également sur le sommet Russie-Afrique, un sommet certes politique à une forte connotation de renforcement des liens sur les plans économiques, éducation et bien d'autres. On parlera aussi de la 4e revue FMI et qui sait peut-être de la fusion JICAM-ECAM pour mieux solidifier ou solidariser le patronat camerounais. Face à l'actu, vous le savez, on reviendra également sur quelques sujets de l'actualité tels que traités par la rédaction de STV, le programme national du développement participatif, qui a cette semaine lancé un livre autour de ses activités. Il y a également la présence au Cameroun du président de la commission CEMAC. L'invité de ce dimanche est un très haut cadre du Fonds monétaire international. Christa Ebeke est déjà venu sur notre plateau. On a toujours le plaisir de le recevoir lors de ses passages au Cameroun. Je rappelle qu'il est le chef de division adjoint en charge des politiques macroéconomiques au Fonds monétaire international à Washington, D.C. Bonsoir Christian. Bonsoir M. Tongo. C'est toujours un plaisir évidemment de vous recevoir sur le plateau de Face à l'actu. Plaisir partagé, merci. Et évidemment qu'on apprécie grandement vos analyses. Mais peut-être avant de rentrer de façon plus détaillée sur les sujets, si je vous demandais d'entrer, quelle lecture vous faites de la situation économique du Cameroun en ce moment? Pessimiste, confiant, optimiste, qu'en diriez-vous? Merci déjà de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être ici à STV avec vous et je pense que nous allons passer une très bonne émission. Votre question est une question qui n'est pas facile, donc je m'attends à des questions encore plus difficiles comme ça durant l'émission. La situation du Cameroun, en ce qui me concerne, je parle ici en mon nom propre, pas au nom du Fonds monétaire international que je ne représente pas sur ce plateau. Je pense que c'est un optimisme prudent. Okay, je suis optimiste parce que je vois le potentiel énorme dont dispose mon pays, le Cameroun, un potentiel humain, un potentiel au niveau des ressources naturelles, un potentiel aussi en termes d'attractivité, des secteurs comme le tourisme qui n'ont pas encore décollé véritablement. Donc je vois en fait un énorme potentiel dans ce pays. Et je dis prudence aussi parce que la conjoncture internationale n'est pas très favorable. Nous sommes dans un processus de resserrement des conditions financières dans la plupart des pays. La plupart des banques centrales, sinon quasiment toutes, ont augmenté leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Ensuite, vous avez beaucoup d'autres problèmes comme l'endettement excessif dans certains pays. Donc, optimisme, vu le potentiel du Cameroun, prudence parce que les enjeux sont énormes. Le monde fait face à une fragmentation géopolitique sans précédent avec des blocs qui se forment, des blocs rivaux. L'inflation, la lutte contre l'inflation n'est toujours pas gagnée d'avance. Le coût des emprunts internationaux est en train d'augmenter rapidement. Et ensuite, vous avez tous ces problèmes, l'augmentation fulgurante de la population qui appelle à des politiques sociales beaucoup plus ambitieuses. Donc, optimisme prudent pour le Cameroun. Toujours dans la même lancée, des questions préliminaires. Et on regarde peut-être des instruments économiques et financiers, le budget et autres, la mise en œuvre de la politique gouvernementale cette année. Avez-vous le sentiment que le gouvernement camerounais a pris le bon bout de ce contexte économique mondial, sous-régional, de la situation que nous vivons? C'est une bonne question. Je pense que le Cameroun est dans une situation qui est similaire à beaucoup d'autres pays, que je vais dire EMDE, des pays émergents et des pays en voie de développement. C'est une situation où les besoins économiques sont présents. L'espace en fait de politique macroéconomique est resserré parce que vous avez la politique monétaire qui est très occupée à essayer de lutter contre l'inflation. Donc la possibilité pour la Banque centrale de pouvoir relancer l'économie est quasiment nulle en ce moment parce que l'objectif
primordial, c'est de lutter contre l'inflation. Ensuite, vous avez les politiques budgétaires qui, elles, veulent être volontaristes, mais elles sont également encadrées par les difficultés, notamment en matière de trésorerie. La conjoncture internationale n'est pas favorable. Donc, je pense qu'en ce qui concerne le Cameroun, et cette année, il y a eu des mesures vraiment difficiles qui ont été prises par le gouvernement. Dans d'autres pays, c'est très compliqué de faire, par exemple, une réforme des subventions des produits des prix des hydrocarbures. Le Cameroun a enclenché cette réforme. C'est un pas positif. Il y a des challenges importants. Les réformes pourraient être douloureuses. Il faudrait accompagner à cela des mesures vraiment pour essayer d'être sûr qu'on cible les populations les plus vulnérables, parce que certaines réformes, malheureusement, auront des impacts redistributifs assez importants. Donc, je pense que le gouvernement est tout à fait conscient. Il est engagé dans le cadre d'un programme avec le Fonds monétaire international. Je pense que ces discussions, qui sont des discussions franches et des fois difficiles, sont des discussions quotidiennes quasiment avec les partenaires techniques et financiers. Donc, sur est-ce que le gouvernement est conscient des enjeux, je le pense. Est-ce que l'ensemble des politiques et le cadrage que nous mettons en place est optimal? Rien n'est optimal dans la vie, il y a toujours des moyens d'améliorer les choses, mais je pense qu'en ce qui concerne leur conscience ou alors est-ce qu'ils savent quels sont les enjeux réels, je suis parfaitement convaincu qu'ils sachent. C'est pas un call, mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui a été fait à demi-mesure pour mieux apprécier ou appréhender cet environnement-là? C'est une bonne question, Monsieur Tongo. Au Cameroun, nous devons absolument essayer d'éviter les cycles répétés où nous avons une embellie lorsque les cours des matières premières se comportent bien et nous entrons quasiment en récession lorsque nous avons un ralentissement en fait, de la conjoncture internationale. Cela est le modèle économique que nous avons bâti au sortir des indépendances. Nous avons créé une économie qui dépend énormément de l'extérieur. Nous avons des principaux produits d'exportation que nous exportons vers le reste du monde, dans quelques pays également, dont nous avons une concentration de nos marchés internationaux. Donc notre économie n'est pas suffisamment diversifiée. D'accord. Okay? Donc la problématique d'aujourd'hui est une problématique beaucoup plus fondamentale de comment est-ce que nous arrivons à créer une plus forte résilience face aux différents chocs. Parce que les chocs que nous voyons aujourd'hui ne sont que le début peut-être d'une série en fait, de chocs beaucoup plus importants. J'ai parlé de fragmentation géoéconomique il y a quelques instants. J'ai mené une étude dans le cadre de mes activités avec le Fonds monétaire international justement sur les conséquences pour l'économie mondiale et pour les pays pauvres d'une fragmentation de l'économie mondiale entre différents blocs, le bloc ouest et le bloc est. Et dans cette étude, nous montrions clairement que des petites économies comme celle comme le Cameroun allaient subir les pleins fouets en fait, des guerres entre les deux mastodontes qui arrivent. Donc les chocs ne vont pas s'arrêter, les chocs viendront davantage. La capacité du Cameroun à pouvoir résister à ces chocs dépend véritablement d'une seule chose, notre capacité à diversifier notre économie, qui en elle-même dépend d'un certain nombre de facteurs comme la bonne gouvernance, les infrastructures, le capital humain, l'attractivité en fait des flux de capitaux étrangers. Donc, la situation du Cameroun aujourd'hui est une situation qui est beaucoup plus structurelle que je vais dire conjoncturelle, bien qu'évidemment il y a également une conjoncture qui est défavorable, mais nous avons des problèmes tout à fait structurels et je pense que le programme avec le Fonds monétaire insiste justement sur un certain nombre de réformes structurelles. Vous voyez la liste dans le cadre de ce programme, la liste des réformes, elle est assez conséquente. Cela traduit justement de l'importance de cet aspect fondamental que sont les réformes structurelles. Je voudrais d'abord comprendre le premier reportage et puis on va rentrer dans les différentes thématiques que nous avons retenues pour ce soir. Allons du côté de Yaoundé où je l'ai dit, le programme national de développement participatif a réuni le gratin économique et même politique de la capitale et du Cameroun pour la présentation de son ouvrage. Suivez ce reportage de Olivier Bouzike à Yaoundé. Alors que la décentralisation s'impose comme une option forte du gouvernement pour impulser le développement local, le Programme national de développement participatif propose une contribution basée sur 3 axes principaux. Une analyse multisectorielle, une contribution à la gouvernance juridique, économique et financière et une autre au capital humain et social. Il n'est pas possible d'améliorer ce qui n'est pas évalué, ce qui n'est pas mesuré. Donc, après 16 ans de mise en œuvre du programme, il était important de faire cette pause, de s'arrêter et de pouvoir mesurer.
L'ouvrage ici présenté au grand public renseigne en 14 chapitres sur le diagnostic fait par le PNDP sur le terrain de ce qui représente quelques freins à la décentralisation, un challenge pour le gouvernement depuis 1996. Nous pensons qu'il est bon que ce qui a été retenu comme pertinent, que les collectivités se l'approprient, que le gouvernement se l'approprie et que les partenaires qui œuvrent au bon déroulement, c'est-à-dire l'approfondissement et l'accélération de la décentralisation, travaillent à pérenniser ces acquis. Acteurs majeurs de ce développement, les collectivités territoriales, selon le PNDP, devraient miser sur l'entrepreneuriat, la fiscalité locale, une bonne planification stratégique pour développer les communes. Donc c'est ça le principal objectif qui nous permet aujourd'hui d'avoir une expérience à partager, des recommandations, des meilleures pratiques pour aider les décideurs, les praticiens professionnels de la décentralisation et du développement local. Aussi, le respect de la réglementation des marchés publics dans les communes reste, selon le PNDP, une contrainte importante à adresser lors de la réalisation des micro-projets, entre autres recommandations. Abordons donc avec notre invité les thématiques retenues ce soir, qui c'est peut-être commençons par ce sommet Russie-Afrique. D'ailleurs, de face pour la forme, donc on aurait voulu qu'on parle de l'Afrique-Russie. C'est symbolique ou simplement être décomplexé, cette question de forme? Je pense que les deux, les questions de fond et les questions de forme sont très importantes. Dans les deux cas, ça me rappelle un peu les questions sur le franc CFA. Vous avez un groupe de personnes qui pensent qu'il faut par exemple qu'on change le nom parce que c'est très important. C'est CFA, c'est Colonie française d'Afrique, ensuite Communauté financière africaine, et ils veulent qu'on change ça. Et je pense qu'il faut prendre en compte les points de vue des uns et des autres. C'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Il faut écouter tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions de fond. Mais je ne vais pas battre en brèche ceux qui pensent que la forme est importante aussi. Toujours sur la forme. Est-ce que ce n'est pas une forme de, comment je vais dire, dans le parallèle de multiplication de ce genre de rencontres? Un chef d'État, généralement occidental, qui reste dans son pays et qui reçoit une dizaine, une quinzaine, souvent une cinquantaine de chefs d'État africains comme ça là, réunis autour d'une table pour parler des questions davantage de soutien financier, d'éducation et autres. Est-ce que ce n'est pas une reproduction de ce qui se fait déjà avec les pays du bloc occidental, par exemple? Je rappelle en passant que le président, par exemple, de la République et d'autres chefs d'État ont pris part quelques mois avant au sommet France-Afrique sur les questions notamment environnementales. Ok. Je pense qu'il y a, en tant qu'Africains, nous devons toujours avoir un certain pragmatisme. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force économique, un rapport de force militaire, un rapport de force géopolitique qui est clair entre les pays africains, même en groupe comme nous le sommes, et les autres puissances internationales. Donc, ça ne me gêne pas particulièrement le fait que le sommet se soit fait à Saint-Pétersbourg ou se fasse à Bordeaux en France. Ça ne me gêne pas. Ce qui est important pour moi, et je pense qu'il devrait être important pour tous les jeunes économistes africains, c'est de savoir quel est le contenu de ces échanges, quelle est la ligne que les pays africains prennent lorsqu'ils vont face à ces échanges. On peut constater, M. Tongo, que de plus en plus, lors de ces sommets, vous avez vu l'intervention du président kényan, par exemple, au sommet à Paris. Il y a une forme d'approche décomplexée de la plupart des leaders africains qui vont à ces sommets aujourd'hui et qui disent, par exemple, en ce qui concerne les vaccins, nous n'avons pas été traités de manière équitable. Nous avons voulu faire les vaccins nous-mêmes, et les vaccins contre la pandémie de la Covid, et nous n'avons pas pu. Il y a une approche de plus en plus décomplexée vis-à-vis des questions géopolitiques. L'Afrique qui essaye de proposer des alternatives. Mais je le dis toujours, la seule façon pour nous de proposer quelque chose et d'être crédible, c'est déjà d'être crédible à la maison. Okay? Si la plupart de ces pays arrivaient à faire les réformes, arrivaient à mobiliser davantage de ressources internes, à diversifier leurs économies, à donner du travail à leurs jeunes, alors il n'y aurait pas tout le temps ce sentiment que nous allons mendier de l'aide à l'étranger. Okay? La revue à laquelle le Cameroun vient de souscrire, la 4e revue du programme FMI, c'est quoi? Ce sont 14 millions de dollars décaissés.
c'est rien du tout à l'échelle d'un pays. Mais techniquement, ça permet au Cameroun... Ça permet de déclencher, d'être crédible, ça a un impact important sur la signature du Cameroun. Mais quand vous voyez les montants réellement que nous recevons des institutions internationales, c'est pas des montants qui sont extrêmement importants. Donc, il est important que nous fassions le travail à la maison, que nous prenions en compte nos réalités et nous développions nos pays pour arriver à ces sommets-là et de pouvoir parler avec une certaine plus grande crédibilité et avoir des sujets qui vont dépasser des sujets de type on a besoin de plus de céréales ou on a besoin de riz ou de poisson. Enfin, il faut s'élever un peu. Alors, ils étaient une quinzaine de chefs d'État et puis les autres pays étaient représentés au niveau gouvernemental. Fondamentalement, que doit-on retenir? Doit-on espérer? Est-ce que l'Afrique n'est pas allée sur un autre marché se vendre, pour parler de façon triviale, moins cher? Est-ce que ce n'est pas une ouverture à une autre forme de colonisation, recevoir des fonds massivement et ouvrir légèrement nos matières premières, nos ressources aux pays, cette fois-là, du bloc Est, sans forcément que sur le plan local, on en ressente de façon véritable une forme de développement? Excellente question une fois de plus. L'enjeu pour les pays africains comme le Cameroun, c'est véritablement de réussir à naviguer ces eaux troubles dans lesquelles l'économie mondiale se trouve en ce moment. Nous avons cette fracture qui est en train d'être de plus en plus importante, que j'ai appelée fragmentation géoéconomique. Donc le monde se divise de plus en plus en blocs. Okay? Vous avez le bloc ouest qui est composé du bloc américain, européen, avec des Japonais également. Ensuite, vous avez le bloc est qui est notamment tiré par la Chine, la Russie, etc. Ensuite, vous avez des pays plutôt très stratégiques comme l'Inde qui se considèrent comme non alignés. Okay, donc l'Inde trouve que pour ses propres intérêts économiques, voilà, on va plutôt faire du business avec tout le monde en respectant la souveraineté des uns et des autres. Mais l'objectif, par exemple, du gouvernement indien, c'est de faire en sorte que dans ce marasme-là qui est en train de se former, les intérêts de l'Inde soient respectés. Donc, pour moi, je pense que le Cameroun et les chefs d'État africains que j'ai vus, à Paris comme à Saint-Pétersbourg, se situent dans cette lancée de pragmatisme multilatéral aujourd'hui, où vous avez ces présidents qui se disent nous n'allons pas nous-mêmes nous mettre dans un bloc, nous allons respecter les différents blocs, les différents conflits géopolitiques ne nous concernent pas, nous avons, comme on le dit, beaucoup plus de challenges à mener dans nos pays et il nous faut des ressources, il nous faut pouvoir trouver des partenaires qui peuvent chacun dans son domaine avoir un avantage comparatif. Aujourd'hui, vous avez des pays dans le Sahel qui ont plutôt fait le choix de recourir aux approches sécuritaires offertes par Moscou. Vous parlez là par exemple du tout récent, le Niger, sous-entendu que le Burkina et le Mali étaient déjà avant et la Guinée aussi dans une certaine mesure. Voilà. Bon, lorsque vous faites ce choix, il faut connaître aussi quelles sont les conséquences économiques qui vont arriver avec. Parce que si vous choisissez un camp contre un autre, évidemment, vous allez subir des sanctions secondaires. Puisqu'on ouvre la brèche, quelles peuvent en être les conséquences qui viendraient après? Les conséquences sont, nous avons fait cette étude qui est parue au sommet de Davos que nous avons lancé en janvier, où nous montrons clairement qu'une fragmentation de l'économie mondiale où le monde se divise entre deux blocs, et dans lequel les pays qui sont non alignés, comme les pays africains pour l'instant, on a vu leur vote aux Nations Unies, sont forcés à choisir un bloc. Alors cette configuration de l'économie mondiale engendre une baisse de l'activité économique mondiale de l'ordre de 6 à 12%, avec les pays africains, d'autres pays en développement qui pourraient avoir une baisse à très long terme de leur PIB de l'ordre de 15 à 20%. Donc il est fondamental que l'Afrique de manière stratégique et le Cameroun en particulier arrive à jouer sur cette ligne fine de diplomatie économique où nous ne prenons pas parti. Sinon, les conséquences des sanctions de l'un ou de l'autre bloc peuvent être terribles pour nos économies. Parce que nous sommes des petites économies ouvertes, parce que nous avons longtemps bénéficié du commerce international, alors une fragmentation de l'économie mondiale aura des impacts désastreux pour nous. Il faut que le discours de multilatéralisme puisse continuer à être porté. Et je pense que j'ai suivi l'intervention du chef de l'État à ces sommets-là. Je pense qu'il faisait
plutôt la promotion du multilatéralisme, c'est, pour moi, c'est la seule solution. Et vous semblez avoir une prise de position donc sur cette diplomatie camerounaise qui, dit-on, est non alignée. D'ailleurs, la présence à Paris, à Saint-Pétersbourg, à tous les grands sommets, quel que soit le bloc du Cameroun, fait certainement partie de ces éléments-là. C'est du pragmatisme et dans un monde où on fait face à une forte incertitude, comme on subit ensemble. Est-ce que ça ne cache pas aussi, je ne vous coupe pas, est-ce que ça ne cache pas aussi cette forme de chantage que les différents blocs font aux pays africains? C'est-à-dire, où vous êtes avec nous, où vous êtes contre nous, si vous prenez nos financements, vous devez respecter le fonctionnement que nous, on vous dicte, et en vous détournant, qui c'est peut-être des pays qui ne sont pas forcément dans notre bloc. À un moment donné, si les tensions continuent, malheureusement, on ne pourra plus se cacher très longtemps et jouer à parler avec un bloc ou à parler avec un autre. Lorsque les tensions atteignent leur paroxysme, il est évident qu'on va demander à certains pays de clarifier leur position sur un certain nombre de choses. Et là, ce sera malheureux pour les pays africains qui ont des besoins économiques extrêmement importants et qui, malheureusement, vont être amenés à choisir un bloc. Et moi, je ne parle ici que des aspects économiques que j'ai étudiés avec mon équipe dans le cadre de ces études. Lorsque les pays non alignés sont forcés à entrer dans un bloc, les conséquences pour ces pays-là sont beaucoup plus désastreuses que lorsque ces pays peuvent, malgré l'incertitude, continuer à commercer avec l'un ou l'autre bloc. Nous sommes déjà dans une guerre froide économique. Je pense que nous sommes dans ce que nous avons appelé la fragmentation géoéconomique. Le mot guerre, je ne souhaite pas que nous l'employions. Je prie de tous mes voeux que ça reste juste des tensions. Dans votre compréhension, c'est donc un synonyme? Je pense que nous sommes dans une fragmentation géoéconomique pour l'instant. Alors, pour finir peut-être, et puis on va parler de façon singulière du Cameroun à ce sommet, avec l'Afrique, cette dissonance, pas forcément, mais cette non-concordance de point de vue, d'approche et même de discours face à la Russie, est-ce que ce n'est pas négatif pour le continent? L'Afrique du Sud parle pour elle, le Cameroun fait pour lui. On a vu le président du Burkina qui a été un peu comme la star, avec ce buzz autour d'un discours assez fort. On a vu le président du Congo. Ces échanges qui ont circulé aussi bien dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce discours, pas forcément unanime de l'Afrique, n'est pas un facteur affaiblissant? Ça ne devrait pas se prendre parce que face à l'incertitude, le réflexe premier des pays, c'est ce qu'on appelle inward looking policy. Les pays vont regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc les pays vont mener des politiques qui servent d'abord prioritairement leurs intérêts. Face à l'incertitude, qu'elle soit sécuritaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, vous avez des pays comme le Mali, comme le Niger, la Centrafrique, qui ont fait un choix donné de prendre des services d'un certain nombre de pays. Il y a d'autres pays qui n'ont pas fait ce choix. Ça crée une forme de dissonance. C'est clair que l'Afrique ne parle pas d'une seule voix sur un certain nombre de questions, mais il ne faut pas oublier que ce sont également des sujets de souveraineté. La sécurité nationale d'un pays est un sujet de souveraineté. Les pays sont libres de pouvoir signer des accords de coopération militaire avec des pays selon leurs intérêts, selon l'agenda qu'ils ont bien défini. Sur le plan économique, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que des initiatives se renforcent, comme la zone de libre-échange africaine. Ça, c'est une belle initiative qui m'intéresse. L'intégration davantage dans notre zone CEMAC, ce sont des problématiques qui m'intéressent. Sur le plan sécuritaire, c'est un domaine purement de souveraineté. Donc, je ne saurais dire, je n'ai pas une boussole pour dire que ce que le Niger ou le Mali font est désastreux sur le plan sécuritaire. Je peux le dire sur le plan économique parce que ça les prive d'un certain nombre de flux financiers et ils subissent des sanctions énormes, ce qui a un impact immédiat sur la pauvreté, et c'est ça qui m'intéresse. Alors parlons de façon singulière du Cameroun. Qu'a-t-on gagné à ces sommets? Le président fait beaucoup de kilomètres. Là d'ailleurs, il veut partir de Genève, de son congé annuel, revenir à Yaoundé en moins de 48 heures, moins de 24 heures, repartir sur la Russie, dire à quel point il était certainement important qu'il y prenne part. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte de façon concrète? Généralement, dans ces sommets, vous ne voyagez pas seul. Lorsque vous êtes un chef de l'État, vous voyagez avec vos conseillers économiques, vous voyagez avec des membres du gouvernement dans des secteurs où il pourrait y avoir des accords de coopération. Vous voyagez avec une équipe, des fois, vous voyagez même avec des hommes d'affaires. Vous voyez le président américain, il voyage avec le patronat américain lorsqu'il va à certains sommets. Donc, je n'ai pas le détail des accords qui ont été signés
s'il y a eu des accords économiques entre ces pays, mais généralement, vous avez un volet diplomatique. Déjà, votre présence, ça renforce des liens. Ensuite, vous avez un volet économique qui est discuté. Est-ce qu'il y a de l'aide que vous allez recevoir? Est-ce qu'il y a des partenariats? Est-ce qu'il y a des investissements étrangers directs que vous allez capter? Ensuite, vous avez un volet aussi sécuritaire. Est-ce qu'il y a des accords que vous allez signer sur des équipements, sur de la formation? Il y a plusieurs domaines, que ce soit le domaine de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y aura des universités qui pourront accueillir plus de Camerounais, etc. Donc ça permet également de pouvoir aller dans ce sens. Je n'ai pas malheureusement les détails de ce qui a été signé, mais j'ose espérer que ces voyages-là ont un impact clair sur la destination Cameroun, sur l'attractivité du Cameroun, et que des accords ont pu être signés dans le plan de la coopération économique entre ces pays. On sait déjà que le Cameroun est un partenaire de la Russie sur plusieurs plans. On l'a dit, les questions de santé, les questions d'éducation, évidemment les questions sécuritaires, et tout récemment les questions diplomatiques, puisqu'il y a un accord sur le plan de la circulation en termes de passeport qui a également été signé. On va refermer cette page à travers le reportage qu'on va suivre à l'instant. Il s'agit à l'arrivée au Cameroun du président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga. Il a été reçu au ministère de l'économie, du plan de l'aménagement du territoire par le maître des lieux. Suivez cet extrait qui rend compte de sa venue ici à Yaoundé. This audience was first of all an opportunity to really address to the new president, who is a pundit about integration, President Balthazar Ngonga, who was appointed the chairperson of our commission during the head of state conference in March this year. So it was an opportunity to express our sincere congratulations and also listen to the new president and his team, who have made it clear an assessment, a diagnostic of the situation. He also indicated some of the areas where he will put emphasis about infrastructural integration, promoting trade in the sub-region, and doing the right things at the right time, such that our community, aiming at becoming an emergent community, is also well managed in a very inclusive manner, with efficacy and efficiency as the main target. I do believe that the president will certainly very soon submit a strategic plan for the development of the community, and this will be the blue map for a future operation around reforms, around reinforcing integration, financing integrations project, around promoting good governance in public finance management, and making sure that this sub-region really gains in terms of image, reputation, and attract more partners, be it private sector, institutional partners, and all those who are willing to be part of this journey of the sub-region. Voilà donc en quelques mots le résumé de cette rencontre. Parlons de cette notation que le Cameroun a, j'ai failli dire obtenue, mais ce n'est pas non plus un concours. Si oui, certainement que partir de la note B2 à CA1 dans la classification des notations Moody's, ce n'est pas excellent pour un pays. D'abord, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs à quoi ça renvoie? Comment on fait pour y accéder, si tant il est qu'on y accède? Ok. Donc, il y a quelques jours, l'agence Moody's, qui est une agence basée aux États-Unis, une agence de notation privée, a procédé à une baisse de la note sur la dette souveraine à long terme du Cameroun de B2 à CAA. Donc, il y a une classification qui commence de triple A, qui est la note la plus élevée, et vers des notes beaucoup plus basses. Donc on progresse ainsi dans l'alphabet, on passe de A qui est une très bonne note, ensuite B qui est une note plutôt moyenne, ensuite C qui est une note plutôt problématique. Donc cette
baisse de la note du Cameroun est le résultat, d'après cette agence Moody's, d'une série d'indicateurs ou d'actions ou d'événements qui les ont poussés à rabaisser la note du Cameroun. Ces événements, c'est notamment les retards de paiement en fin 2022, également en début 2023, de service de la dette sur certains contrats avec, voilà, par exemple, Exim Bank, ensuite vous avez un autre avec Deutsche Bank Spain, etc. Donc, voilà l'une des raisons pour laquelle la note a été rabaissée, parce que pour Moody's, un retard de paiement qui se répète, même si après il est réglé, le retard de paiement de 24 heures, de 48 heures ou d'une semaine est un événement en matière de dette, donc il faut le prendre en compte. Normalement, ça n'aurait pas dû arriver, donc ils ont procédé à une baisse de la note. Au-delà de ça, il y a d'autres indicateurs macroéconomiques qui entrent dans le calcul de la note d'un pays, le niveau de croissance attendu pour ce pays, le niveau de la dette, le niveau d'inflation, la stabilité politique du pays, le niveau de réformes structurelles menées par le pays. Donc tous ces indicateurs agrégés, notamment, déterminent une note. Le problème avec ces notes, c'est qu'elles ont également un caractère subjectif. Donc ce sont des experts de Moody's qui vont regarder une batterie de notes, d'indicateurs macroéconomiques, prédire une note, ensuite modifier la note aussi avec ce qu'on appelle le judgment. Ils vont juger qu'il y a d'autres facteurs qui ne sont pas mesurables, mais des risques de perception, et ils vont baisser en fait la note selon que le pays. La conséquence d'une baisse de la note, c'est que le coût de l'emprunt sur les marchés internationaux pour le Cameroun sera désormais un peu plus élevé, parce que nous partons avec une note beaucoup plus faible. Nous attendons, Moody's n'est pas la seule agence de notation, il y a d'autres agences comme Fitch ou bien Standard & Poor's qui devront également se prononcer, mais lorsqu'on sait le niveau de corrélation qu'il y a entre les notes des différentes agences entre elles, voilà, on peut s'attendre. Il n'y aura pas de très très grande surprise, sauf si le Cameroun essaye de remonter la pente. Et je vais terminer dessus. Lorsqu'on baisse une note, il est très facile pour les agences de baisser une note. Il est beaucoup plus compliqué pour elles de vous remettre là où vous étiez. C'est vrai que le Congo, par exemple, la note du Congo avait été baissée à la note actuelle que le Cameroun a il y a 3 ans. Et 3 ans après, le Congo vient de reprendre la note que le Cameroun vient de perdre en ce moment. Donc ça prend un certain nombre de temps, lorsque vous avez fait des réformes, de pouvoir retrouver un meilleur rating. Et je pense que voilà, la situation peut être inversée pour le Cameroun si il y a un certain nombre d'actions. Alors vous dites qu'il y a des éléments pas toujours objectifs. Non, pas mesurables. Pas mesurables. Bon, en fait, je l'ai traduit littéralement. Voilà. Pas mesurables qui rentrent dans les considérations pour cette notation. Ouais. Beaucoup y ont vu, par exemple, cette coïncidence justement du Cameroun à être parti au sommet de Russie-Afrique comme une conséquence directe de cette notation-là. C'est possible? Oui, je l'ai vu sur Twitter et puis je disais à mon épouse, il faut qu'on explique ça aux Camerounais. C'est du vaudou, je ne sais pas ce que c'est pas sérieux. La note... lorsque vous travaillez dans ces agences de notation, si vous voulez, la note du Cameroun a été déterminée peut-être depuis 1 mois et demi. Okay, et ensuite, ça passe à différentes phases de revue dans la note. Ça va passer au niveau du top management de l'agence. Il y a un certain nombre de revues. Donc, ce n'est pas un événement comme un déplacement du chef de l'État en Russie. Sinon, pourquoi n'a-t-on pas dégradé tous les pays? Je pense que le président Sassou Nguesso était présent là-bas. Mais pourquoi est-ce que la note du Congo-Brazzaville n'a pas été downgradée? Enfin, écoutez, il faut être un peu sérieux. Ces agences font un travail. Comme je l'ai dit, il y a des facteurs difficilement mesurables qu'elles prennent en compte, comme le risque politique. C'est un risque subjectif. Okay, c'est un risque très difficilement mesurable qu'elles prennent en compte. La qualité, par exemple, de l'environnement des affaires, vous pouvez la mesurer sur un certain nombre d'indicateurs, mais ce n'est pas extrêmement précis. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais de mon point de vue, en tant que macroéconomiste, et je parle quand même sur ces questions avec assez d'expérience, ce genre de raccourci, voilà, c'est pas très sérieux. Et là, vous le dites, il y a par exemple un emprunt obligataire de 200 milliards de francs que le Cameroun, du moins dont le Cameroun a besoin. Le mécanisme est activé pour la fin de cette année. Et vous dites que cette notation-là pourra avoir un impact? Lorsqu'on vous baisse votre note, cela envoie un signal au marché
que votre signature a pris un petit coup. Cette note qui a été rabaissée vient d'un certain nombre d'événements dont je vous ai parlé, un retard de paiement dans certaines dettes. Okay? Ces retards sont de l'équivalent de 0,2% du PIB camerounais. Okay? Donc ce n'est pas des montants très énormes. Le problème, c'est que lorsque vous allez emprunter dans les marchés internationaux, vous avez besoin d'être impeccable sur votre capacité à gérer votre trésorerie. C'est aussi ça, c'est un peu l'épée de Damoclès que vous avez sur votre tête. C'est bien beau d'aller emprunter à l'étranger, vous empruntez en devise, vous avez une signature qui vous permet de le faire, mais derrière, vous n'avez plus le droit à la moindre erreur parce que, comme vous le constatez, les agences de notation sont très procycliques. Deuxième point que je veux mentionner, c'est que il y a également une réduction des notes même de pays qui ont de très belles signatures. Les États-Unis, par exemple, il y a quelques jours, ont vu leur note passer de triple A à double A. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des difficultés, par exemple, à passer le budget américain il y a quelques mois. D'accord? Le Congrès et le gouvernement, l'exécutif américain ne s'entendaient pas sur certaines appropriations budgétaires. Et il y a eu un risque, par exemple, que les États-Unis n'arrivent pas à payer la dette parce que le budget était fermé. Donc même les États-Unis, donc normalement, on ne devrait pas trop se poser des questions vu la solidité de l'économie américaine et vu le rôle du dollar international. Ces agences ont quand même baissé la note américaine. Il y a quelque temps, avec l'épisode du mini-budget en Angleterre, vous avez vu un ministre des Finances qui a été débarqué parce que les marchés, en fait, ont sanctionné les bons anglais. Et voilà, la note anglaise en avait également pris un coup. Donc, je pense qu'il y a d'une part le niveau de procyclicité en fait des agences de notation qui, au moindre remous, vont aller à la tendance de baisser. Ensuite, il y a également la nécessité pour nos économies africaines, y compris le Cameroun, de comprendre que lorsque nous allons nous exposer sur les marchés internationaux, le niveau de transparence et le niveau de qualité de la gestion macroéconomique ne doivent plus être les mêmes. Les standards auxquels le Cameroun doit désormais être attendu sont des standards extrêmement élevés, notamment parce que nous avons déjà fait quelques retards de paiement. Même si ces retards sont des retards minimes, je l'ai dit, 0,2% du PIB, le prochain retard aura un impact encore non linéaire de manière plus importante. Les agences peuvent surréagir à un troisième retard de paiement. Donc il est extrêmement important que nous renforcions notre capacité de gestion de notre trésorerie et davantage peut-être aussi de former de manière plus intéressante notre personnel. Hein. Je vais le dire comme ça, peut-être au risque de fâcher certains, mais je ne pense pas que des jeunes formés à l'ENAM soient vraiment à même de gérer un certain nombre de problématiques qui concernent les marchés financiers s'ils n'ont pas eu la formation adéquate. Si on regarde peut-être bien, on verra que ces retards de paiement sont des événements plutôt qui auraient pu être évités de manière très simple si on avait peut-être des bonnes personnes. Ce serait question de procédure, ce serait la malgouvernance. De toute façon, je veux dire, le gouvernement a-t-il péché ou alors c'est la conjoncture internationale? Écoutez, il faut comprendre que le Cameroun fait face, et je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais le Cameroun est un pays qui fait face à un problème sécuritaire important. Important, que ce soit dans sa zone, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit dans sa région, sa partie septentrionale. Nous sommes un pays où nous faisons face à ces problèmes sécuritaires et le gouvernement et le budget arrivent quand même à payer les fonctionnaires sans retard. Dans d'autres pays, lorsqu'on fait face à ce genre de choc sécuritaire, les impacts sont immédiats sur les populations. Et donc, il y a quand même cette réalité à en prendre en compte, c'est que le Cameroun opère dans un budget qui est extrêmement serré. Et il y a également une forte incertitude sur le type de dépenses. Les dépenses sécuritaires, une grosse partie peuvent être déclenchées sous des procédures exceptionnelles. Voilà, ça crée une forme d'incertitude dans le cash management que nous devons avoir. Justement, parce que nous avons un problème sécuritaire qui est important, parce que nous avons des surprises au niveau de certaines dépenses stratégiques que nous devons mener, il est également important que nous renforcions notre capacité de gestion de trésorerie. Je le répète encore, s'il y a un autre retard de paiement, qu'il soit technique, qu'il soit un oubli, qu'il soit un problème de trésorerie, les agences de notation vont surréagir.
il est extrêmement important qu'on mette en place les réformes. Et je me réjouis du fait que le FMI et le Cameroun sont en train de discuter sur un certain nombre de stratégies pour que ce type de retard ne se reproduise plus. Mais là, nous avons le monde qui nous observe, les agences de notation nous observent. Il est très important que ces dossiers sensibles soient confiés à des gens qui en ont la parfaite compréhension et la parfaite maîtrise. N'empêche que le Cameroun a quand même obtenu sa 4e revue insatisfaisante du FMI. Non, c'est une revue qui a été concluante. Le FMI a noté que les indicateurs du programme ont pour la plupart été validés, ont été atteints. Il y a des indicateurs qui n'ont pas été atteints, notamment ces arriérés de paiement, même s'ils ont été clear, comme on dit en anglais, ils ont été réglés après. Mais au moins ça a envoyé un mauvais signal aux agences de notation. Ensuite, il y a des indicateurs, des cibles indicatives comme le niveau minimum de dépenses sociales de lutte contre la pauvreté que nous n'avons pas atteint. Il y a d'autres cibles que nous n'avons pas atteint. Mais l'élément principal était ces retards de paiement sur la dette extérieure. C'était des retards qui étaient minimes, 0,2% du PIB. Ça ne présente pas bien. Le Cameroun a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures pour pallier ce risque-là. Le FMI a validé la revue conditionnellement à cette espérance que les mesures vont effectivement être mises en place et que le rythme de réforme structurelle va davantage se renforcer. Parce que, comme je l'ai dit, il est facile de baisser la note, il est très difficile de la récupérer. Plus que jamais, le gouvernement et les autorités du Cameroun doivent remultiplier d'efforts pour reconvaincre, en fait. Donc, la dynamique n'est pas à pleurnicher et à dire les agences de notation sont méchantes, etc. De toute façon, ils ont déjà placé leurs notes. Donc, vous pouvez pleurnicher sur les plateaux, ça ne servira à rien. Là, en ce moment, il faut un rythme de réforme encore beaucoup plus important. Il faut renforcer la mobilisation des recettes internes. Parce que, comme vous le voyez, même les marchés domestiques commencent déjà un peu à être essoufflés. Le marché sous-régional, vu le rythme d'émissions que la plupart des pays de la sous-région est soumis en ce moment. Donc, il y a une nécessité de renforcer la collecte domestique pour pouvoir permettre au Cameroun de répondre à ses besoins sociaux. Et je vais terminer là-dessus. Vous renforcez la collecte, le contribuable n'est pas content. C'est ce que je voulais dire. Vous ne terminez pas, je vous relance. Quand vous dites renforcer la collecte domestique, je vais dire, je prends peur. Plus d'impôts ou alors encore plus de lois pour obliger les gens à davantage mettre la main à la poche pour les passer à la caisse. Le renforcement de la collecte, parce que nous avons un concept en économie qu'on appelle la courbe de l'affaire. En fait, on dit au quartier trop d'impôts tue l'impôt. Ça veut dire que si vous augmentez le taux d'imposition à un niveau très élevé, alors vous découragez l'investissement, vous découragez les gens, et ensuite ils vont tous dans le secteur informel et vous n'avez plus d'impôts. Donc, quand je dis de renforcer la collecte, c'est d'élargir l'assiette. D'accord. Donc, à un taux donné, vous pouvez très bien élargir l'assiette. Regardez notre secteur informel. Après, il y a des raisons pour lesquelles nous avons un secteur informel aussi développé, mais il y a encore des poches d'activités où nous pouvons renforcer l'efficacité de notre collecte. Okay? Il y a une fraude massive qui reste toujours importante au niveau des importations de voitures, de choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Vous ne pouvez pas, comment je vais dire, avoir le bâton et rechercher davantage d'impôts si vous n'avez pas de l'autre côté ce que j'appelle la carotte, qui est la qualité de la dépense publique. Plus vous mettez une pression forte sur votre économie pour collecter, vous avez l'obligation, pour que cela soit socialement acceptable, d'améliorer la capacité de votre gouvernement à dépenser de manière efficace. Les populations qui verraient des routes qui sont de meilleure qualité, des soins de santé qui sont accessibles à tout le monde, une qualité de l'approvisionnement en eau qui est disponible, etc., alors ces populations accepteraient davantage la pression fiscale que vous exercez parce qu'elles savent que cela permet de financer un certain nombre de biens publics. Ça, ce sont des travaux que j'ai réalisés avec ma collègue lorsque je faisais mon doctorat, Hélène Erhardt. Nous avions clairement démontré que la qualité de votre mobilisation de recettes est davantage acceptée par le public si vous avez une meilleure qualité de la dépense publique. Si vous n'avez pas les deux qui vont ensemble, alors le public ne comprend pas pourquoi vous exercez une pression importante
pour collecter des impôts. Et d'un autre moment, d'un autre côté, vous avez des inégalités qui se développent dans le pays et on n'a pas l'impression que le gouvernement utilise de manière adéquate la dépense publique. Donc, il faut que les deux aillent toujours ensemble. Retournons à la régie avec ce troisième reportage de ce soir. Vous vous en souvenez très certainement ici à Douala, du côté de Mobile Guinness. Un immeuble s'est effondré et a fait plusieurs victimes. Cette semaine, la communauté urbaine de Douala ou la ville de Douala a décidé de prendre le taureau par les cornes et a entrepris de faire des casses de ces immeubles qui, dans la ville, présentent des risques du genre. Reportage. There are fake construction permits in the market. Authorities in Cameroon's economic capital, Douala, made this observation after touring some localities. An example is this construction site in Dogbom, a neighborhood in the Douala 5 district. Nous avons noté que cette construction est érigée avec un permis de bâtir. We noticed that this building is being constructed with a building permit, but it is illegal. It is fake. We came to seal the work Ne site. respecte pas la légalité. Ça semble être un faux. Nous sommes venus sceller le chantier. The proliferation of these fake documents gives rise to the question on government's action towards ending this phenomenon. Hier déjà, nous avons mis la main sur un autre chantier qui a présenté un permis. Yesterday we came across another site with a fake Le maire building de la ville permit. va engager The mayor will launch an investigation to verify the authors behind the proliferation of these administrative documents. qui sont à l'origine de la prolifération de ce type de documents administratifs. Inhabitants wishing to embark on any construction are directed to the one-stop shop or guichet unique. On interpelle donc de cette façon les populations de la ville de Douala. We call on the population of Douala to go to the right office, guichet unique, Le guichet, one in charge of delivering these town planning certificates. il n'y a que They are the sole office set to deliver these documents, which will permit them to build while respecting the laws. qui peut vous permettre de construire en respectant les règles d'urbanisme. A campaign to stop this forgery is in the pipeline. Alors, ce qu'on peut en dire autour de cette question de démolition des constructions qui, évidemment, ne présentent pas des signes sereins. Revenons à notre invité, je le rappelle, Christian Ebeke est là ce soir, ce dimanche avec nous pour essayer de faire une forme de lecture et d'analyse de l'environnement économique du Cameroun en ce moment et des tendances à venir. Christian, il y a donc ce prochain emprunt obligataire que le Cameroun vient de lancer. Je veux dire que il va être bouclé. Normalement, il devrait être bouclé. Et la raison, elle est simple, c'est que le Cameroun est le leader dans la sous-région. Okay? C'est 46% du produit intérieur brut de la région qui est généré par le Cameroun. On parle d'une économie quand même voilà, qui est assez importante dans la sous-région. Okay? Donc la signature du Cameroun devrait faire en sorte que l'emprunt puisse être bouclé. Maintenant, je suis un peu surpris lorsque j'ai entendu quelques personnes se plaindre, par exemple, des banques qui n'achetaient pas les titres ou les obligations camerounaises à temps, malgré la situation, la signature du Cameroun. Je suis assez surpris parce que la raison, elle est très simple. C'est que nous avons un marché. Lorsque vous avez déjà emprunté un volume important, et vous n'êtes pas le seul, vous avez le Gabon, le Tchad, le Congo qui empruntent également sur le marché régional, il est clair que les capacités d'épargne que vous êtes en train d'absorber vont commencer à s'amenuiser. Au même titre, vous avez la Banque centrale qui est préoccupée à lutter contre l'inflation qui augmente les taux d'intérêt directeurs.
Vous avez également quasiment aucun pays d'Afrique subsaharienne, pays en voie de développement, n'a réussi à émettre des eurobonds en 2023 parce que le coût de l'emprunt sur les marchés internationaux est très élevé. Donc, il est clair que nous sommes dans un contexte de resserrement des conditions financières. Et il est tout à fait normal que les banques réfléchissent pas deux fois avant d'acheter votre titre et vous demandent une certaine prime là-dessus. Donc, ça ne devrait pas trop surprendre, mais je pense que le Cameroun devrait boucler cet emprunt. La question fondamentale à chaque fois qu'on emprunte, c'est est-ce qu'on a un multiplicateur de cet emprunt qui est positif? Est-ce que cet emprunt va nous permettre d'avoir de la croissance? Et en macroéconomie, c'est clair, hein, vous comparez l'écart entre le taux d'intérêt sur votre dette et votre taux de croissance économique. Absolument. Et à chaque fois que votre coût d'emprunt est plus important que votre taux de croissance économique, là, vous devez commencer à vous poser des questions. La dette du Cameroun est soutenable, malgré les petits retards de paiement que nous avons eus. Je le dis ici, la dette du Cameroun est soutenable parce que elle est basée sur, cette soutenabilité est basée sur un certain nombre d'hypothèses. Les hypothèses, c'est que le Cameroun, dans les 5-10 prochaines années, aura un taux de croissance soutenu, un régime de croissance autour de 4,5%. Sur la base de ces hypothèses, alors nous pouvons conclure que la dette du Cameroun est soutenable. Cela veut dire quoi, M. Tongo? Ça veut dire que si on veut maintenir la soutenabilité de notre dette, nous avons l'obligation de maintenir cette croissance au moins à 4,5%. Comment maintenir une croissance à 4,5% lorsque vous avez un budget qui est serré, parce que vous faites face à des dépenses sécuritaires imprévues, parce que la conjoncture internationale est assez difficile? Comment vous arrivez à résoudre cette équation, qui est une équation très complexe? Vous ne pouvez pas lancer des travaux tout azimut comme vous le faisiez avant. Le budget est serré et la conjoncture internationale est difficile. En même temps, vous devez trouver de la croissance à 4,5%. Les réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est le dernier outil dont vous avez besoin pour relancer ça. Vos entreprises publiques qui sont, malheureusement, la plupart des entreprises qui sont avec des performances pas très très bonnes, hein. Et là, je suis très diplomate. Les entreprises publiques, la plupart d'entre elles ont des performances très problématiques. Il vous faut améliorer la qualité en fait des services. Il vous faut réduire les transferts qui vont en fait dans des gouffres. Parce que lorsque vos entreprises ne produisent rien du tout, elles ont des charges qui sont des charges énormes, qui ne servent absolument à rien. Vous avez en fait des fonds publics que vous dirigez vers ces entreprises qui deviennent des gouffres. Le Cameroun et le Fonds monétaire travaillent en ce moment sur un cadre de réforme de ces entreprises qui va maintenant être basé, un management basé sur la performance. Il est important que cela ne reste pas dans les tiroirs. Il est important que ces entreprises publiques puissent être un véritable véhicule de croissance et d'accompagnement du secteur privé parce qu'elles fournissent des biens publics. Il s'agit de l'eau, qui est un bien quasiment social. Il s'agit de l'énergie, qui est très très importante. Il s'agit d'autres entreprises comme le transport, Camerco, qui peut permettre de dynamiser le flux des échanges, etc. Donc, il y a la nécessité de faire des réformes structurelles pour maintenir ce régime de croissance. Si on ne le maintient pas, alors, je peux vous le dire ici, les questions de soutenabilité de la dette vont se poser. Alors justement, quand on parle de réforme, notamment en impliquant ou alors en passant par les entreprises publiques, parapubliques ou bien toutes ces entreprises ou structures où l'État met de l'argent, avec la mémoire, on se souvient quand même que lorsque le FMI a fait les réformes au début des années 90, passant par les entreprises, il y a eu des privatisations qui sont un peu comme aujourd'hui une conséquence fatale pour les familles. Tout au moins, ça a eu un coût social énorme, des familles qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas forcément retrouvé la stabilité. Ça a eu un coût énorme pour le pays. Faut-il en arriver là? L'État doit-il continuer à se désengager des entreprises qui, quand même, ont un rôle social important? Je le dis et je le répète ici pour que ce soit clair. Dans une économie, il n'est pas bon quand c'est l'État qui est le principal employeur. C'est pas bon du tout, c'est un mauvais indicateur de performance économique. Le secteur privé doit être le principal employeur des populations. Donc, lorsqu'on m'explique que les entreprises publiques doivent employer des gens parce qu'elles doivent répondre à du social, je dis non, il n'est pas du devoir des entreprises publiques. Les entreprises publiques doivent fournir des biens publics que le secteur privé ne pourrait pas fournir parce qu'il y a des externalités, parce que le secteur public n'a pas un avantage comparatif pour la fourniture de ces biens. Par exemple, des biens stratégiques comme l'accès à l'eau, ou à l'accès à l'énergie, ce sont des choses où le secteur public doit quand même avoir un droit de regard, même si c'est un partenaire avec le secteur privé. Vous voyez ce que je veux dire? Exact. Donc,
Deuxièmement, nous ne pouvons pas continuer à avoir une situation où des entreprises publiques sont des gouffres. Elles sont mal gérées pour certaines depuis des décennies. Les dirigeants d'entreprises n'ont aucun, pas mandat, mais il n'y a aucune pression sur la façon en laquelle elles gèrent, quel que soit le résultat des entreprises, pas d'obligation de rentabilité pour certaines. Et vous avez ce gouffre financier qui absorbe énormément de ressources de l'État. Et vous êtes obligé de faire des avances directes à ces entreprises, des subventions, qui ne sont même pas basées sur les coûts unitaires de production, qui ne sont pas basées sur des indicateurs objectifs. Vous n'avez pas des critères de performance qui sont réglés. Dieu merci, nous sommes en train de travailler sur ces aspects de choses pour que d'ici fin 2024, la plupart des entreprises publiques, quasiment 98% d'entre elles, puissent avoir un management basé sur des objectifs. Maintenant, lorsque vous fixez des objectifs à une entreprise, vous devez fixer également, réfléchir à quelle est la meilleure équipe qui peut permettre d'atteindre ces objectifs. Si le club Dynamo de Douala se fixe pour objectif de gagner la Coupe du Cameroun, il ne va pas continuer à jouer des amateurs. Vous êtes obligé d'avoir des professionnels, des gens qui sont hyper qualifiés, que vous pouvez recruter à l'étranger comme au Cameroun, qui ont un pédigré, et ce n'est pas simplement basé sur d'autres critères. Donc, il y a un lien entre tout ça, M. Tongo. Vous voulez que votre économie soit résiliente, qu'elle soit compétitive. Vous voulez absorber le surplus de main-d'œuvre énorme qui est en train d'arriver. La population du Cameroun va doubler d'ici 2050. Vous êtes obligé d'avoir une gestion beaucoup plus rigoureuse. Vous êtes obligé d'anticiper sur un certain nombre de choses. Vous allez me dire, mais si on passe par une gestion, par les objectifs pour les entreprises publiques, il y aura du chômage, M. Ebeke, et ces ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais si vous faites les réformes structurelles, si vous dynamisez l'investissement privé, si vous permettez au secteur privé, aux PME, si vous diversifiez votre économie à travers, par exemple, une meilleure formation des Camerounais, si vous attirez des investisseurs étrangers directs, des investissements étrangers directs dans votre pays qui permettent de créer des emplois, alors là, vous avez des gens qui perdront leur travail des entreprises publiques, mais qui le gagneront dans d'autres secteurs. On ne va pas continuer à subventionner des entreprises qui sont un gouffre, tout simplement parce qu'on a de la famille qui est là-dedans. Ce qui serait efficace, c'est que ces entreprises génèrent de l'argent, créent de l'espace budgétaire à l'État, pour que l'État puisse les utiliser pour venir en aide aux populations les plus vulnérables qui ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Il est assez quand même surprenant de voir que dans d'autres pays, par exemple, vous avez un meilleur branding du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des investissements qui vont dans certains pays parce que ces pays se vendent davantage. Je pense que le Cameroun, avec tout son potentiel, gagnerait, par exemple, à avoir un chief économiste à la présidence, un économiste en chef qui vivrait là et qui passerait l'essentiel de son temps à prospecter partout dans le monde, à vendre la marque Cameroun, à parler aux investisseurs, que ce soit à la présidence, que ce soit au Premier ministère, mais avoir des figures qui rassurent les investisseurs étrangers et qui peuvent parler de la destination Cameroun avec autorité. Ce modèle anglo-saxon que je vois partout, même en France, vous avez une chief économiste au Trésor qui s'adresse au marché financier avant les émissions de bons français, qui explique ce qui va se passer, la stratégie du Cameroun, etc. Je le dis toujours, une meilleure gestion des ressources humaines, mettre les gens qualifiés à la place qu'il faut, renforcerait davantage la crédibilité et renforcerait en fait, l'efficacité de tout l'appareil. Tant que nous avons des fois des nominations qui sont des nominations où vous posez des questions, on ne va jamais atteindre une efficacité réelle pour notre pays. À 20h, dans quelques minutes, retournons avec Denis Siamen qui a reçu la réalisation de cette émission, pour cette fois-ci parler du lancement des activités de vacances en sida. Une initiative faite à Yaoundé par Synergie africaine sous la présidence du ministère de la Santé publique. Suivez le reportage. 20 ans déjà que se déploient dans les ruelles des zones urbaines et rurales les pères éducateurs de la campagne Vacances sans sida. Depuis 2003, la sensibilisation a aidé à la protection des milieux de jeunes, une action qui a aidé à la baisse du taux de prévalence du VIH au Cameroun, passant de 5,5% à 2,7%. Le Cameroun a marqué de bons points en matière de lutte contre le VIH-Sida et nous serons le pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le premier d'ailleurs à atteindre les 95, qui est un objectif fixé par
l'OMS à l'horizon 2025. C'est dire que la participation, la contribution de Vacances sans sida dans cette lutte est importante. Accroître les connaissances des jeunes sur les dangers de la consommation de la drogue et des risques de contraction des IST, hépatite et VIH, objectif au centre de la 21e édition de cette opération. Du 2 au 31 août 2023, près de 800 pères éducateurs recrutés, formés sont répartis dans les 10 régions du Cameroun. Le marketing social, la mobilisation populaire et le dépistage volontaire sont des stratégies qu'ils utiliseront. Le message que nous donnons à la jeunesse cet après-midi, c'est un message qui les appelle, n'est-ce pas, à beaucoup de responsabilités, qui demande à ceux qui ont déjà l'information de pouvoir utiliser les plateformes digitales, que ce soit leur téléphone à travers WhatsApp, Twitter et tout le reste, que ce soit les ordinateurs qu'ils ont, pour pouvoir sensibiliser d'autres jeunes, pour pouvoir toucher tout le monde et leur dire la consommation de la drogue est un danger pour nous et cette consommation de la drogue peut annuler notre volonté et nous exposer à la transmission de VIH-Sida. Ce 2 août 2023, au siège de Synergie africaine contre le sida et les souffrances à Yaoundé, se fait le lancement officiel de la 21e édition de la campagne Vacances sans sida sur le thème « Les drogues tuent » et nous expose au VIH-Sida. Avec notre invité, on va à présent parler de cette fusion JICA-MECA, mais peut-être avant, on va terminer l'analyse précédente sur l'implication du secteur privé dans l'activité, dans la vie économique nationale. Quelles sont les réformes précises que le gouvernement devrait mettre en œuvre pour davantage se désengager, lui, en tant qu'acteur économique, vous l'avez dit, mais encourager l'initiative privée? C'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, je reçois énormément de questions difficiles de votre part, mais on va essayer de résumer ça. J'ai fait une colonne dans Cameroun Tribune il y a quelques mois où je définissais le concept que je nommais transformation structurelle équilibrée. Qu'est-ce que j'entends par là? Le Cameroun est dans une union monétaire, donc nous avons un régime de change fixe avec l'euro. Nous n'avons pas une politique monétaire suffisamment autonome qui sert uniquement les intérêts du Cameroun. Nous avons une politique monétaire que nous partageons avec d'autres pays. Donc, ce qui nous reste, c'est les réformes structurelles et c'est la politique budgétaire que nous avons. Quand je parle de transformation structurelle équilibrée, c'est que je suis en train d'annoncer un modèle économique dans lequel vous allez à la fois résoudre vos déséquilibres internes et résoudre votre déséquilibre externe. Donc je m'explique. C'est quoi le déséquilibre interne? C'est le chômage, par exemple. Vous avez un chômage important, vous avez un investissement privé qui est bas. C'est quoi le déséquilibre externe? C'est que votre balance commerciale est déficitaire et vous n'engrangez pas suffisamment de réserves de change. Voilà les deux déséquilibres, voilà les deux objectifs qu'il faut atteindre. Une transformation structurelle équilibrée, ça veut dire qu'il faut faire des réformes et investir dans les secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre. Parce que ça permet de résoudre le problème de déséquilibre interne, dont le problème de chômage. Mais d'un autre plan, ça vous permet d'avoir un secteur où vous absorbez de la main-d'œuvre qui est productive, que vous arrivez en fait à placer sur le marché. Et cette main-d'œuvre est capable de diversifier votre économie pour vous permettre de ne plus tellement dépendre des importations, mais également d'avoir un pouvoir d'exportation important. Donc ça, c'est le concept théorique. Comment vous le réalisez de manière pratique? Vous avez, par exemple, dans des secteurs comme le transport, votre construction de route ne peut plus être une construction de route qui suit simplement des indicateurs, je veux dire, tantôt politiques, ou il y a des pressions de tel député qui veut que la route vienne dans son village, etc. La construction de route doit obéir à une logique de désenclavement des zones agricoles. On peut se dire qu'on va faire un programme routier de réhabilitation de routes pour permettre de désenclaver les zones de production agricole les plus reculées, mais à fort potentiel, à forte productivité, pour ramener en fait ces zones vers les marchés, que ce soit des marchés régionaux ou les marchés internationaux. Donc même votre construction de route doit être une construction de route stratégique qui suit en fait les points de production agricole et les amène vers les points de consommation ou les points de vente. Sur le plan de la formation, quel type de Camerounais nous devons former pour résoudre le problème de chômage interne et le problème de chômage externe? Si vous formez des fonctionnaires, uniquement des fonctionnaires,
leur capacité à importer les biens est plus importante. Le fonctionnaire, il aura un salaire, il va travailler, il va permettre une gestion des affaires publiques, mais il va consommer un certain nombre de biens importés, il ne créera pas de la richesse. Le fonctionnaire va monitorer le développement de la richesse d'un pays, mais il ne crée pas de la richesse comme le secteur privé en fait. Vous devez donc former vos jeunes Camerounais dans les métiers qui leur permettent l'entrepreneuriat, qui leur permettent d'avoir un travail productif, qui leur permet de pouvoir créer des entreprises eux-mêmes, qui leur permet de pouvoir rendre un certain nombre de services techniques. L'enseignement général, à mon sens, étant donné la trajectoire du boom démographique vers lequel le Cameroun va, l'enseignement général devrait davantage laisser la place en l'enseignement essentiellement technique. Il nous faut davantage de techniciens parce qu'eux, ils peuvent se prendre en charge, eux, ils peuvent créer de la valeur, ils peuvent innover. Et leur capacité à nous produire des biens que nous pouvons exporter va non seulement permettre de réduire le chômage, mais ça va permettre également de réduire notre dépendance en fait aux importations. Vous avez l'environnement, l'attractivité des secteurs comme le tourisme, Monsieur Tongo. Une ville comme Kribi. Kribi, je suis désolé de le dire, c'est peut-être l'une des cités balnéaires en Afrique subsaharienne les moins exploitées. Le potentiel qu'il y a à Kribi est juste énorme. Il n'y a pas d'aéroport à Kribi. La route pour se rendre à Kribi, qui est notre principale, on va dire, ça devrait être la principale destination touristique du Cameroun, la route qui y mène est une petite route de je ne sais pas de combien de mètres. Cela est simplement inacceptable. On a un potentiel touristique dans ce pays qui est énorme. Des pays comme la France tirent une énorme partie de leur PIB du secteur du tourisme. Les pays comme l'Italie vous vendent des tickets pour aller visiter des reliques, des monuments qui datent des siècles et des siècles, des milliers d'années, et on paye des billets d'avion pour y aller. Le Cameroun a un potentiel dans le secteur du tourisme qui pourrait permettre d'absorber énormément de main-d'œuvre parce que le tourisme est un secteur intensif en main-d'œuvre. Lorsque vous voyez notre parc aujourd'hui, notre offre touristique, nous ne sommes présents presque nulle part. Vous êtes dans des compagnies aériennes, il n'y a pas de publicité sur le Cameroun, la destination Cameroun. Des pays comme la Gambie qui est tout petit, un tout petit pays, sur les vols Brussels Airlines, vous avez des pubs et ils ont payé pour que ce soit là. Un branding du Cameroun à l'international est plus que jamais nécessaire. Le ministère du Tourisme devrait davantage se développer parce que c'est un secteur qui donne de l'argent. Ça donne de l'argent, ça apporte des devises en plus et ça permet d'absorber la main-d'œuvre. Donc, il y a des réformes comme ça sur le plan de l'énergie. Le gouvernement fait un certain nombre d'efforts avec les barrages. C'est très important pour attirer les investissements étrangers directs. Mais moi, je rêve d'un Cameroun où je verrais des émissaires camerounais aller discuter avec Zara en Espagne, aller discuter avec des entreprises et les ramener au Cameroun. Ce qu'on ramène pour l'instant, c'est des supermarchés. Et j'ai un problème avec ça, c'est que les supermarchés, ça vous creuse la balance commerciale. Parce qu'on vous ramène du lait français, on vous ramène du beurre allemand, hollandais, etc. On a besoin des industries qui viennent ici absorber la main-d'œuvre que nous avons et qui produisent pour le marché domestique. Pour ça, on a besoin de renforcer notre attractivité. Pour renforcer notre attractivité, on fait les réformes qu'il faut sur le plan interne, la formation, comme j'ai dit, les infrastructures, etc. Mais il y a également notre branding. Il faudrait que nous puissions vendre la marque Cameroun à l'étranger par des professionnels, que les experts, les autorités camerounaises écument les sommets internationaux, aillent rencontrer les investisseurs étrangers et les fassent venir. Parce que notre épargne domestique n'est pas suffisante pour pouvoir créer le rythme d'investissement dont nous avons besoin pour réduire les deux équilibres dont j'ai parlé. De ce prisme-là, comment vous appréciez donc ce qui se passe au GICAM avec ces deux, en fait, dans le secteur privé, avec ce patronat qui semble s'unir, se mettre ensemble pour davantage aborder ces problématiques, qui c'est peut-être pour renforcer son efficacité, accroître le développement. La fusion GICAM-ECAM, de prime abord, qu'est-ce que vous en dites? Premièrement, bon, je vais peut-être vous décevoir, mais je n'en dis absolument rien, ça ne me parle pas parce que c'est une association privée. Le Cameroun est une économie qui a quelques grandes entreprises. Un nombre important de ces grandes entreprises sont des entreprises étrangères. Il y a quelques-unes qui sont des entreprises domestiques.
le patronat camerounais existe comme dans d'autres pays africains. Il fait face à des difficultés, mais également il a des opportunités importantes. Une fusion entre le JICAM qui représente, je veux dire, les grandes entreprises et CAM qui représente peut-être des entreprises de moins de taille. Qu'est-ce que cela peut bien donner? Bon, écoutez, sur le plan pratique, déjà, qui est président, qui ne sera pas président, ça ne m'intéresse pas, c'est même pas très important. Ce qui est véritablement important, c'est est-ce que le patronat camerounais et le gouvernement peuvent travailler dans une logique où les objectifs des uns et des autres sont au moins atteints à 50% pour les uns et les autres. Parce qu'il s'agit de négociations. Okay? Le patronat a un certain type de demande qu'il exerce vis-à-vis de l'État, et l'État a également un certain type d'exigence qu'il réclame. Donc, vous avez une fusion entre le JICAM et l'ECAM qui risque, à mon sens, d'entraîner une plus grande centralisation. Okay? Est-ce que ECAM pourrait voir ses demandes être davantage portées par le grand frère qui est le JICAM en termes de poids? Peut-être que ça peut permettre de jouer l'ascenseur pour que les demandes des petites et moyennes entreprises puissent remonter plus facilement. Mais il y a également un risque. Le risque, c'est qu'effectivement, lorsque les arbitrages vont être faits entre l'État et cette nouvelle entité, que ces arbitrages, par exemple, découlent sur davantage de demandes des grandes entreprises qui sont faites, réalisées, et qu'on sacrifie dans le cadre des arbitrages les demandes faites peut-être par les petites entreprises. Donc il faudrait que cette structure nouvelle qui se crée ne découle pas sur un modèle où les réalités, les problèmes véritables des PME soient oubliés. C'est ça en fait le risque. Peut-être sur le plan de la structure organisationnelle, on va vers plus d'efficacité, parce qu'on a une seule structure, mais dans cette efficacité, il ne faut pas qu'on perde en équité. Okay? Donc l'équité ici, c'est il ne faudrait pas que les demandes des petites entreprises, qui sont des demandes spécifiques, hein, les petites entreprises n'ont pas les mêmes problèmes que les grandes entreprises. Je le dis tout le jour ici, les grandes entreprises au Cameroun n'ont pas trop de problèmes à dédouaner quoi que ce soit au port. Okay? Parce que ce sont des gens, la plupart d'ailleurs sont des sénateurs déjà, donc ce sont des gens qui ont un carnet d'adresses, qui savent comment naviguer le système. Lorsque vous êtes une petite PME, et que vous avez un harcèlement, vous avez des difficultés à dédouaner une marchandise que vous faites venir, voilà, c'est beaucoup plus compliqué pour vous parce que chaque jour où la marchandise n'est pas sortie du port est un énorme coût pour vous. Donc, les problématiques d'accès à l'énergie, par exemple, pour les petites et moyennes entreprises, l'accès au crédit bancaire, non pas les garanties, etc. Donc, ce sont des problématiques qui peut-être peuvent être phagocytées dans cette grande structure qui sera peut-être là en train de discuter des problèmes beaucoup plus stratégiques d'envergure comme les crédits TVA, des choses comme ça. Donc il faudrait vraiment, à mon sens, que les problématiques fondamentales des PME qui, moi, m'intéressent, parce que c'est là où le Camerounais lambda vit, c'est ça qui absorbe l'essentiel de l'emploi, que ce soit dans le secteur formel ou informel. C'est les PME camerounaises qui sont, comme on dit en anglais, the backbone of the economy. Et leur problématique, à mon sens, ne devrait pas être oubliée dans une quelconque fusion. Et je vais terminer là. Il est important, on parle de décentralisation, nous marchons vers la décentralisation. Il est important que nous réfléchissions également à des chambres de commerce, à des patronats régionaux. OK? Donc vous voyez, je suis moins enclin à une centralisation des institutions, je suis plus enclin à une décentralisation. Si vous avez à Foumbot, par exemple, ou dans le Nône, une chambre de commerce régionale qui peut faire la promotion de cette région en matière d'atouts de capital humain, de capital naturel, de capital physique, en matière d'agriculture, d'énergie solaire ou éolienne. Et cette chambre de commerce peut signer des partenariats avec le conseil régional de l'Ouest, faire venir des Espagnols qui peuvent faire des éoliennes, etc. Vous n'avez pas besoin de me parler de fusion ECAM-JICAM. Vous voyez, je suis beaucoup plus intéressé par cette décentralisation, y compris de la vente et des opportunités de chaque région. Le Sud a ses avantages, le Nord, l'extrême Nord. Il nous faut aller beaucoup plus vers là. Vous le voyez dans les journaux en France ou aux États-Unis. Vous avez des chambres de commerce au niveau des régions, au niveau des villes. Elles se font de concurrence entre elles. Elles essayent d'attirer, elles essayent de faire des réformes qui peuvent permettre d'attirer davantage d'investisseurs. C'est vers là que je pense que notre salut est. La fusion, comme je l'ai dit, il peut avoir un objectif d'efficacité avec la fusion, mais l'équité, notamment ne pas perdre les intérêts des PME qui, pour moi, m'intéressent davantage, est très importante. Alors, nous parlons tout à l'heure des efforts que le gouvernement doit faire pour davantage
promouvoir le développement. Du côté du patronat, pas forcément, mais du secteur privé, quelles sont les initiatives à prendre? Tout à l'heure, on disait une balance commerciale qui est peut-être déficitaire du fait de fortes importations. Alors, dans quel sens devrons-nous davantage encourager le secteur privé à s'impliquer? Déjà, comme je l'ai expliqué, le dialogue permanent qu'il y a entre le gouvernement et le secteur privé doit continuer. D'accord ? Exactement. Et ce dialogue existe. Il y a des moments où les discussions sont dures. Récemment, il y avait des discussions assez difficiles, mais c'est normal. C'est normal que le secteur privé, de temps en temps, explique que les choses n'avancent pas comme il aurait souhaité. Le gouvernement peut également dire de même. Donc, ce dialogue qui existe devrait se poursuivre et se renforcer. Maintenant, l'objectif ultime, comme je l'ai expliqué d'entrée de jeu, de notre économie, c'est de réduire notre dépendance ou alors notre exposition au choc international. Si vous suivez les discours du chef de l'État depuis 10 ans et vous comptez le nombre de fois qu'il a prononcé le mot choc exogène, ça se répète dans les discours. Nous faisons face au choc exogène, nous faisons face au choc exogène. Pourquoi il le dit ? Il le dit parce que l'essentiel des chocs, il y a énormément de chocs qui ont fait vaciller notre économie, ont été des chocs exogènes. La pandémie, par exemple, a bousculé notre économie. Les variations du prix des matières premières, ça fait bouger notre économie. Un ralentissement de la demande dans la zone euro ou en Chine, ça fait bouger notre économie. Le mouvement du dollar, ça fait bouger l'économie, etc. Donc, il est important que l'objectif primordial soit cette transformation structurelle équilibrée dont j'ai parlé, dont l'indépendance et la diversification. Le gouvernement est engagé dans une stratégie d'import-substitution. Okay ? Ça veut dire qu'il a très bien compris qu'il y a des produits dans notre balance commerciale que nous importons qu'on aurait pu produire localement. Cette stratégie d'import-substitution ne marcherait que si vous avez de l'autre côté, donc dans le pays, des entreprises qui sont capables de produire à un niveau de compétitivité qui est au moins égal à celui des importations. Absolument. Il ne s'agit pas simplement d'utiliser la ligne 94 et financer 2 ou 3 personnes et dire, OK, vous allez maintenant faire dans je sais pas, la fabrication de t-shirts. Il ne suffit pas simplement de financer des hommes d'affaires locaux sans avoir un objectif de productivité et de rentabilité. Cela veut dire que vous allez devoir choisir des champions nationaux, si vous décidez d'aller dans ce sens, qui ont pignon sur rue et qui ont des capacités réelles de réussir ça. Ça veut également dire que vous diversifiez votre économie et vous ne dépendez plus, par exemple, d'un monopole d'importation de poissons comme on dépend en ce moment. Il est tout à fait inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, avec accès à la mer, nous ayons une structure d'importation comme un pays enclavé. Nous importons du maquereau, nous importons des bars, nous importons des sols, nous importons des produits qui, premièrement, sont nocifs à la santé, parce que ce sont des produits qui sont en haute mer dans des frigos depuis 6-7 mois, dont la qualité même sanitaire qu'on nous impose à travers ces importations est simplement inacceptable. Donc, le Cameroun a un objectif de diversification économique qui est important. Cela passera par un secteur privé qui a compris ça. Et pour que le secteur privé puisse aussi s'insérer dans cette dynamique, il faut un environnement des affaires, il faut une gouvernance et un dialogue avec le secteur privé qui sont renforcés. Cela passe par une efficacité, je le dis encore, de la dépense publique. Une meilleure dépense publique, une meilleure formation des Camerounais, insister dans les métiers techniques, davantage techniques que des métiers d'enseignement général. Ça, c'est la voie à suivre pour notre pays parce que le boom démographique qui arrive et les perturbations géoéconomiques mondiales qui arrivent feront que le Cameroun sera davantage sujet à une pression internationale sur son économie qui demandera en fait que nous puissions compter sur nous-mêmes et avoir un patronat et un secteur privé qui travaillent résolument pour la diversification de notre économie. Le dernier reportage de ce soir va nous ouvrir les portes de la culture. Vous le savez certainement, chaque année, le peuple sawa commémore la mémoire par assassinat de Rudolf Douala Mangabel. C'était au mois d'août. Cette année, les activités qui se déroulent sur une semaine ont été lancées par la pose d'une gerbe de fleurs de la diva de la musique camerounaise, Grâce Deka. Reportage. Le diktat du calendrier n'a pas eu d'effet sur cette femme sawa. Tété Kombo représente ceux qui sont morts pour tout le Cameroun, qui sont morts pour la patrie.
qui sont morts par la dignité, par l'honneur. Tété Kombo 2023 démarre ce 3 août 2023. Bien avant cette date, une gerbe de fleurs est déposée au caveau Douala Mangabel. C'était un héros, pas des moindres. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas, d'ailleurs s'il est mort, c'est parce qu'il avait des convictions. Et il a donc généré dans son sein d'autres héros et héroïnes. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour dire que je suis une Sawa. Tété Kombo, c'est une semaine pour rendre hommage à ces héros nationaux. Pour parler de mes ancêtres, il me manquerait des mots. Le seul mot que je peux vous dire, c'est que c'était des battants, des combattants. Et ils ont marqué par leur dignité, par leur force, et ils étaient de redoutables combattants. Mais ils l'ont fait sans aucun intérêt. Ils ont fait au service de la communauté, au service du Cameroun. Comme quoi, il est important d'honorer ses ancêtres. Je voudrais simplement qu'on soit déjà déculpabilisé d'avoir une culture qui honore nos ancêtres et qui devrait honorer nos ancêtres. Aujourd'hui, on a diabolisé quasiment cette notion de culte des ancêtres au point que nos enfants sont en train de se désintéresser de leurs valeurs culturelles. J'appelle nos enfants véritablement à se rapprocher de nos valeurs culturelles. Mais ce n'est pas seulement de danser, c'est de comprendre la puissance de notre langue. Je dirais un dernier mot. Nous avons un autre mot qui est fabuleux, qui est le mot Mboa. Mboa est construit, c'est un apocope qui est construit sur deux mots. Le premier mot c'est Mba et l'autre c'est Wa. Mboa ça veut dire Mba, Nawa. Mboa. La célébration de l'héroïsme et de l'engagement de Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine, c'est une semaine d'activités culturelles qui s'achève le 8 août prochain. On l'a appris au cours du mois de juillet, faute d'argent, le Cameroun entend mettre de côté en veilleuse un certain nombre de projets structurants, notamment le plus en vue ou l'un des plus en vue, et qui c'est peut-être les plus coûteux, l'autoroute Douala-Yaoundé-Douala. Parmi ces projets-là, il y a la deuxième phase de construction du port en eau profonde de Crémy. Bref, il y a un certain nombre de projets comme ça qui pourraient être mis de côté, évidemment, faute de moyens, faute de moyens financiers. En cela, vous vous dites, au regard des attentes, tout au moins sur le plan de la rentabilité, même du développement des infrastructures et donc les conséquences que ça peut, le Cameroun marque un pied sur place avec des conséquences fâcheuses. Déjà, je ne pense pas que je vous suivrai sur le mot abandon des projets parce que je n'ai pas vu une circulaire du chef de l'État qui annonçait une mise en veilleuse des projets structurants dont le Cameroun est engagé. Et je ne pense non plus que le ministre des Travaux publics ou le ministre ou la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, etc., ont expliqué que, faute d'argent, le Cameroun arrêtait les travaux. Donc, déjà, vous savez, je suis un économiste. Voilà, je veux qu'on parle des faits et nous n'avons pas encore ces faits d'une circulaire qui annonce que les projets en sont abandonnés. Cependant, il est clair que la conjoncture, à la fois internationale et au niveau de la trésorerie, pourrait expliquer que certains projets, par exemple, devraient être davantage monitorés. Je dis monitorés, je ne dis pas devraient être arrêtés. Nous devons poursuivre. Il est impératif, Monsieur Dipita, que nous poursuivions les projets structurants qui sont gages de l'éclosion de notre secteur privé, parce que ce sont des projets dans le domaine des infrastructures routières qui permettent le flux des échanges et des personnes. C'est des projets sur le plan énergétique, le barrage de Natigal. C'est des projets qui permettent également le développement du secteur du tourisme. Le port de Kribi pourrait permettre de désengorger le port de Douala et permettre davantage au Cameroun d'être ce hub, même pour toute la sous-région. Donc, il s'agit là de projets qui sont hautement importants pour la capacité du Cameroun à créer des emplois et à générer de la croissance. Je vous ai expliqué tout à l'heure que
Si nous ne maintenons pas le régime de croissance entre 4, 5, 6% sur les 10 prochaines années qui arrivent, avec l'augmentation de la croissance de la population qui est à venir, qui est de 2,6 à 3%, il ne nous reste presque rien parce que vous avez le PIB qui augmente à 4%, la population qui augmente à 3%, vous avez une croissance de votre PIB par tête qui est d'1%, qui n'est presque rien, avec une inflation de 3%. En fait, vous avez une baisse de votre pouvoir d'achat. Donc, il est important d'avoir de la croissance. Et cette croissance est aussi conditionnelle à ces projets structurants. Donc, la dynamique pour moi serait d'accélérer les projets structurants. Pas de les mettre en veilleuse. Pas de les mettre en veilleuse. Maintenant, est-ce que nous avons toujours été des meilleurs élèves en matière de qualité de notre investissement public? Et là, je le dis encore, les statistiques sont là. Les Camerounais peuvent comparer. Vous avez ce qu'on appelle le Public Investment Management Assessment, donc qui est un indicateur international de la qualité de l'investissement public. Sur cet aspect des choses, le Cameroun a encore énormément de chemin à faire sur les délais, par exemple, de finalisation des projets que nous mettons en place, sur ce qu'on appelle en anglais overruns, sur les surcoûts de certains projets. Je vous prends un exemple. Le kilomètre, par exemple, pour bitumer une route au Cameroun est de l'ordre de 200 millions de francs CFA. Pour bitumer une route, 1 kilomètre, à peu près 200 millions. Dans d'autres pays africains, c'est de 100 millions de francs. Après, il faut prendre en compte des paramètres techniques. La route, peut-être, il faut creuser un rocher, etc. Bon, en moyenne, c'est à peu près ça. La Banque mondiale, en 2018, avait déjà fait un rapport qui disait que les coûts des projets au Cameroun sont de 2 à 6 fois plus importants que les coûts des projets similaires dans d'autres pays à revenus similaires. Donc, nous avons véritablement un problème de délai, et les délais qui ça se rallonge engendrent des coûts qui se rallongent. Absolument. Il est donc important que nous puissions maîtriser en amont déjà le design de ces projets, les études de faisabilité, mobiliser les financements qu'il faut, nécessaires, et faire toutes les études d'impact, y compris les indemnisations, parce que des fois j'entends des responsables dire c'est parce que les indemnisations posent problème, mais ces indemnisations on les connaît depuis longtemps. Lorsque le projet a été mis en place, il peut y avoir des cellules consultatives qui vont déjà voir les populations et essaient de voir. On va m'expliquer que les indemnisations ont bloqué les projets. Je ne pense pas que les indemnisations aussi empêchent qu'une route comme Yaoundé-Douala, 60 km soit bouclée en 9 ans. En 9 ans, c'est depuis 2014 que ce tronçon a été mis. Quand vous voyez la route Yaoundé-Simalène, vous voyez la qualité de l'infrastructure. Sur cette autoroute Yaoundé-Simalène, c'est une infrastructure qui n'est pas de bonne qualité. L'éclairage n'est pas bon. Les travaux ne sont pas terminés sur cette route. Cette autoroute Yaoundé-Simalène devrait arriver au Palais des Congrès. Vous voyez? Et c'est arrêté au Carrefour Haala. Vous voyez, donc, je pense que étant donné l'espace budgétaire dans lequel nous sommes, qui est assez serré, étant donné les attentes aussi de la population, qui regarde tout ça, parce que ça a un impact sur la perception que la population a de vous. Si la population se dit que lorsque l'État investit, ce n'est pas de très bonne qualité, c'est un moyen de, entre guillemets, voler l'argent, c'est un moyen de redistribuer de la rente, cela n'engendre pas de l'optimisme même dans le secteur privé. Donc, je pense que le gouvernement est tout à fait conscient de cela. J'espère qu'il y aurait plutôt une accélération même de ces projets pour que nous puissions maintenir le rythme de croissance que nous avons nous-mêmes comme cible et que toute la stratégie même d'import-substitution et d'industrialisation du Cameroun qui est basée sur ces projets structurants puisse voir le jour. Sinon, nous nous retrouverons dans une situation où nous avons commencé des investissements, nous n'avons pas terminé et ils deviennent par conséquent des éléphants blancs qui ne servent absolument à rien et qui ont creusé notre balance commerciale. Avec vous, on aurait pu aborder bien d'autres questions, les questions d'inflation, du chômage, on a effleuré les questions énergétiques, la solidité financière. C'est vrai que celles qu'on a abordées ce soir ne sont pas les moindres. Je voudrais vous remercier sincèrement d'être venu davantage en dire plus à nos téléspectateurs. Merci, Monsieur Tongo, pour votre invitation et c'était un très bon moment de télévision et j'espère avoir été à la hauteur des attentes de vous-même et de vos téléspectateurs. Nous vous serons disponibles et évidemment nous allons de nouveau vous solliciter quand l'actualité le vaudra. Merci à vous et bon retour chez vous à Washington. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain c'est lundi, d'avance je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.